Voilà, bonjour. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Bon. Merci d'abord à Nantes pour l'université de m'avoir invité ici. Je suis vraiment ravie d'être là et puis de pouvoir prolonger ma visite à Nantes parce que mon train a été supprimé demain. Voilà, donc je vais pouvoir rester un peu plus longtemps. Voilà. Alors, je m'appelle Marie Hart-Ayon. Je suis musicothérapeute. Je suis d'origine anglaise et cela n'est pas ma faute. C'est comme ça. Voilà. Alors, depuis 2008, je travaille à Lyon. J'interviens dans 2 services de soins palliatifs adultes. Je travaille dans une UCC, unité cérébro-cognitivo-comportementale. Les personnes très avancées dans l'Alzheimer et démence qui n'ont plus du tout le lien de verbal, qui sont agressifs, violents. Et puis, voilà, c'est un service dur. Et puis aussi dans un service ORL cancérologie, où là, on est vraiment dans le non-verbal parce que les gens, ils n'ont plus de capacité de parler. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous partager un travail que j'ai fait avec une jeune patiente qui s'est hospitalisée en soins palliatifs. Et pour illustrer ceci, il y aura des extraits audio. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais parler un petit peu de ma formation, qui est un peu différente que la vôtre. D'origine anglaise, j'ai fait ma formation de musicothérapeute à Northrop Robbins Music Therapy Center à Londres, où j'ai obtenu un master de musicothérapie. Alors, la formation en Angleterre est sur 2 ans plein temps, même plus que plein temps. Et puis, ce diplôme de musicothérapie en Angleterre est reconnu par le gouvernement, par la santé. Et ça me donne la possibilité en Angleterre de m'enregistrer sous le HPC, ça c'est l'équivalent de l'ordre de médecins en France, ceci pour la protection du patient. Voilà. Pour s'inscrire à cette école, il faut un gros bagage musical. Il faut avoir, avant une candidature, il faut avoir un niveau conservatoire de piano, niveau conservatoire de composition, solfège, harmonie au piano, avant minimum 28 ans. Donc, le dernier, c'était vraiment le plus facile pour moi. Voilà. Et puis, pas avoir des enfants en bas âge, parce que vraiment, c'est trop. Voilà, il y a trop de travail. Et puis, on passe par une première audition. On est sélectionné pour une deuxième audition. Et puis après, il y a 6 places dans l'année, quand j'ai fait le mien. Voilà. Oui, c'est dur. Alors, l'école Northrop Robbins a été fondée avec la collaboration de 2 personnes, Paul Nordhoff, qui était pianiste et compositeur de haut niveau en Amérique. Et puis Dr. Clive Robbins, éducateur pour les enfants handicapés. C'est dans les années 50 en Angleterre, on parlait des personnes spastiques. On ne sait plus politiquement correct de dire ça. Maintenant, c'est des personnes de tout genre, handicapées, malades mentales. Tout était dans un grand asile et on se débrouille avec. L'éthique de l'approche de Northrop Robbins est surtout basée sur la communication innée. Par innée, je veux dire spontanée, qui vient du trip. Donc, la communication innée d'une personne qui commence au moment de la naissance d'un bébé. Par exemple, un bébé ne peut pas parler, mais la maman arrive à interpréter les gazouillements ou les pleurs de son enfant. Et par la suite, s'enchaîne une série d'improvisations ou vocalisations spontanées entre les deux. Donc, c'était donc à la fin des années 50 que des expériences et recherches thérapeutiques en Europe de Northrop Robbins ont donné naissance à une théorie de l'approche qui se base sur la croyance qu'une musicalité cachée réside dans chaque être humain et qu'elle peut être activée au service d'une croissance et d'un développement personnel. À ces fins, on recourt à l'improvisation musicale dans laquelle la créativité innée individuelle est utilisée pour surmonter les difficultés émotionnelles, cognitives et physiques. L'approche Northrop Robbins est donc une approche active qui suscite la créativité d'une personne à travers l'improvisation musicale. Pour moi, toute personne est reconnue capable de répondre à la musique, quelle que soit son origine, son âge, son intellect, sa maladie ou son handicap. Alors maintenant, je vais passer de suite à mon travail à l'hôpital, donc dans les USP, dans les soins palliatifs.
comme dans chaque hôpital où je travaille, je suis intégrée à part entière dans l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je participe aux relèves, j'interviens dans des échanges sur l'état des patients, je partage mon ressenti avec l'équipe ou établis après, suite à ça, une liste des patients à voir pendant mon temps de présence sur l'hôpital. Beaucoup de mon temps en soins palliatifs est utilisé pour accompagner les soignants au moment des soins, où les risques d'induire la douleur sont forts sur un corps déjà qui est douloureux. Par exemple, ça peut être pour un changement de pansement ou un changement d'une aiguille de Pâques, pour accompagner la toilette ou un bain thérapeutique, pour le moment où on doit mobiliser les patients pour une raison ou une autre, pour accompagner une ponction d'acide. Et depuis 15 jours, j'ai travaillé dans un bloc opératoire. Voilà, j'ai accompagné 2 opérations en bloc opératoire des personnes en soins palliatifs dans l'unité où je travaille. Alors, les applications thérapeutiques de la musicothérapie sont très nombreuses, mais en soins palliatifs, mes interventions ont pour but de faciliter l'interaction et favoriser l'expression de soi, réduire l'anxiété, contribuer au soulagement de la douleur et ou des états de mal-être, soulager certains symptômes de dépression, améliorer la qualité de vie de ces personnes, découvrir une nouvelle forme de créativité, amener une détente qui aide au sommeil, élargir les séances d'inclure la famille proche ou des amis ou des soignants, alléger la souffrance morale. Alors, pour faire tout ça, j'utilise une variété d'instruments, des percussions mélodiques ou non mélodiques, des instruments à cordes, ma voix, beaucoup ma voix, ceci en fonction des possibilités et des besoins de chacun. Je passe de chambre en chambre en poussant mes instruments sur un chariot et des divers bruits qui en résultent annoncent mon arrivée dans le service ainsi que dans les chambres. Voici un de mes chariots en photo. Voilà. C'est surtout le petit carillon qui me trahit. Hein. Et dans tous les services confondus, il m'appelle, c'est la fée Clochette qui passe. Alors, à travers l'improvisation, je travaille essentiellement dans le rythme du patient. Par exemple, ses mouvements, battements, respiration, vocalisation, cris, tout ce qu'il ou elle m'offre. Et pour cela, mon écoute et observation de la personne sont très importantes. Et je suis toujours réceptif aux moindres petits détails et ou aux changements dans leur participation, de pouvoir moi-même répondre à ces changements. En général, quand je rentre dans une chambre pour la première fois, le bruit de mon chariot surprend les patients et tout de suite, ils sont curieux de savoir ce que c'est et qui je suis. Je profite de cette curiosité pour leur donner un temps de découverte des petits instruments de percussion. Et après cela, la suite est très variable et on ne sait jamais de l'avance ce qui va se passer. Voilà, maintenant, je vais passer de suite aux pratiques parce que je pense que pour vous, ça va être vraiment le plus intéressant. Alors, je vais donc partager avec vous les séances que j'ai faites avec une patiente en unité des soins palliatifs. Alors, bien sûr, j'ai eu les permissions de cette patiente avant qu'elle décède de vous pouvoir le faire écouter, mais bien sûr, ça reste confidentiel. Voilà. Alors, les extraits que vous allez entendre sont issus des séances que j'ai réalisées auprès d'une jeune patiente de 35 ans. J'ai choisi cette personne car, malgré les difficultés qu'elle avait pour participer dues à sa maladie et la douleur, elle réussissait toujours à se dépasser. Néanmoins, chaque fois qu'on s'est vu, j'étais toujours préparée à m'adapter mes prises en charge selon ces problématiques du jour. Alors, cette patiente était atteinte d'un cancer qui avait commencé au sein et qui était maintenant généralisé. Quand j'ai rencontré pour la première fois, elle était paralysée dans les 2 jambes à cause des métastases. Elle avait souvent des fortes douleurs dans les épaules, dans ses bras, dans les poignets, dans les mains, ce qui rendait les mouvements difficiles et pénibles pour elle.
Aussi, les doigts de sa main gauche restaient souvent fermés sur sa paume. Donc, elle est toujours en train de les rouvrir, hein, mais tout geste quotidien était compliqué pour elle. Elle était fragile. Souvent, elle avait des fièvres, la forte fièvre, à cause des abcès qui s'étaient infectés sur ses jambes, ses fesses, son dos. Et ceci était une autre source de douleur pour elle. Malgré tout cela, elle avait un courage et une volonté de vivre qui était vraiment surprenant. Et en tout, j'ai eu 6 séances avec elle avant qu'elle meure. Alors, le premier extrait est tiré de la toute première séance. Ce jour-là, elle était assise dans son fauteuil et, en entrant dans sa chambre, le bruit de mon chariot l'a fait rire. Elle m'attendait car les infirmières lui avaient parlé de la musicothérapie le matin, donc elle savait que je venais et voulait me voir. Elle avait envie de jouer des tambours, cette dame, et faire du bruit, le plus de bruit possible. Donc, après avoir essayé tous les différents tambours sur le chariot, son choix s'est porté sur les bongos. Je crois que j'ai une photo des bongos. Voilà, je crois qu'on dit tam-tam en français, c'est ça. Donc, bongos, voilà, bon, très bien. Pas le même langage au moins, voilà. Alors, j'ai posé les bongos sur ses jambes en m'assurant que ça lui faisait pas mal. Et puis, j'ai proposé pour jouer des baguettes, enfin, une baguette, une brosse de percussion ou simplement ses mains pour jouer. À ma grande surprise, elle m'avait demandé de l'accompagner avec le violon. C'est très peu des personnes qui demandent d'être accompagnées par le violon. Donc, j'ai sorti le violon et voilà, l'extrait voilà, que vous allez entendre. Maintenant, vous allez remarquer que elle commence à jouer les bongos avec ses mains dans un rythme assez vite et régulier. J'utilise l'idiome du Moyen-Orient pour accompagner sur le violon. Il y a un moment où elle s'arrête justement pour pouvoir rouvrir les doigts de sa main gauche, puis on continue. Moi, j'étais étonnée par l'énergie qu'elle mettait dans cette improvisation. Voilà quelqu'un présenté dans la relève d'avoir des fortes douleurs dans les épaules, les bras, les mains. Et voilà, ça sortit ça. J'ai été mes scotchés. Je ne m'entendais vraiment pas à ça. Et puis aussi, j'étais émerveillée par la beauté de ces mouvements. Parce que ce n'étaient pas les petits mouvements. Vous avez entendu, c'est les mouvements qui dansaient, qui se levaient haut. Voilà, je ne sais pas où il allait chercher tout ça, mais ça m'avait vraiment interpellée. En tout, l'improvisation a duré 4 minutes et 33 secondes à cette allure. Et j'aimerais vous partager un autre instant de la même improvisation pour illustrer les différentes dynamiques qu'elle a utilisées. Vous pouvez maintenant voir qu'elle commence à utiliser une brosse de percussion dans sa main droite. Pour répondre à ce geste, je commence à jouer pizzicato sur le violon, c'est-à-dire plus avec l'archet, mais avec le doigt. Malgré que la musique est moins forte, il y a toujours de l'énergie, de l'intensité présente dans l'improvisation.
Est-ce que vous entendez assez? Oui, voilà, bon, très bien. Alors, le prochain extrait que vous aimeriez faire écouter, c'était la deuxième séance, de la deuxième séance. C'était seulement 3 jours plus tard, mais déjà son état s'est aggravé, car elle avait des douleurs au niveau des côtes, le ventre, elle était très essoufflée et aussi elle se fatiguait beaucoup plus vite. Les instruments à cordes continuaient à la fasciner et pendant la séance, elle a choisi la petite harpe pentatonique. En l'essayant, elle a trouvé le son apaisant. Dans l'extrait, vous allez remarquer qu'elle vocalise en même temps qu'elle joue les cordes. Je vocalise en parallèle pour l'encourager dans sa participation. Petit à petit, elle fait émerger une mélodie répétitive de 5 notes. Malgré son essoufflement, elle continue à répéter cette mélodie plutôt descendante. Donc, ça fait da, 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 da. Ça venait d'elle, ça. Donc, elle continue à répéter ça. Et pour moi, c'est plutôt, voilà, j'aimerais vous faire écouter un autre moment de même improvisation pour voir justement où ça nous a mené. Vous allez voir cette fois-ci que la répétition de ces 5 notes devient la base de l'improvisation ou l'ostinato. Elle maintient bien cette mélodie et une forme chronométrée commence à émerger. Alors, sa maladie a continué à s'avancer très rapidement et le projet de retour à domicile devenait impossible. Elle se rendait bien compte elle-même. Et par conséquent, la 5e séance était difficile et lourde. Un mal-être général s'est installé et le début de séance était très laborieux. Le prochain extrait vient de cette séance. D'un coup, pendant la séance, son regard s'est posé sur une flûte à bec de plusieurs couleurs et malgré, encore une fois, son essoufflement, elle avait envie de le jouer. Je lui ai donné. Elle a essayé de faire des sons et je l'ai accompagnée sur la petite lyre, cette fois-ci. Alors, dans l'extrait, vous allez voir qu'au début, l'improvisation est très fragmentée. Je commence à vocaliser pour mettre plus de continuité dans la musique et pour l'encourager. Quand elle reste sur une seule note sur la flûte, une forme apparaît et on ressent plus d'énergie et plus de joie.
Le dernier extrait avec cette patiente vient de la 6e et toute dernière séance. C'était peu avant qu'elle décède. Ce jour-là, elle était alitée quand je suis arrivée dans sa chambre. Elle était faible, les douleurs étaient très intenses, ses yeux étaient fermés. Je ne savais pas si je devais rester ou pas, mais les infirmières m'ont dit qu'elles voulaient absolument me voir. Alors, je me suis assise à côté d'elle et je suis restée en silence. Au bout d'un certain temps, elle m'a demandé si j'avais la guitare. J'ai pris l'instrument et j'ai commencé à frôler quelques accords à côté de son lit et fredonner juste quelques mélodies en lien avec sa respiration. Un peu plus tard, elle a ouvert ses yeux. J'ai demandé si elle se sentait d'avoir la force de jouer l'instrument, comme les petites cloches tibétaines qu'elle avait découvertes dans une séance qu'elle aimait beaucoup. Et puis, elle voulait. Voilà. Alors, elle les a pris. C'est vrai, les cloches tibétaines sont sur une corde. Donc, on a sorti sa main droite du lit pour qu'il était maintenu. J'ai accroché la corde autour de deux de ses doigts pour qu'elle avait simplement soulevé comme ça les doigts et ça faisait bouger les cloches. Comme ça, elle n'avait pas le poids de l'instrument à porter. Quand on a commencé à jouer ensemble, on a mis beaucoup de temps de trouver un rythme en commun à cause des difficultés qu'elle avait à jouer, mais je voyais qu'elle voulait vraiment faire. J'ai vocalisé en essayant de l'encourager le plus possible dans sa participation et l'extrait commence vers la fin de la séance. Là, vous allez voir que l'improvisation est légère et rythmique. À la fin, quand elle se fatigue, j'observe et j'attends chacun de ses mouvements pour pouvoir l'accompagner. Voilà. J'espère que ça vous avait fait comprendre un peu ma façon de travailler et que même malgré les gros douleurs, on a des étonnements et des moments magiques avec ces patients et que l'improvisation, la créativité peut les emmener dans un autre mode de soins. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'attention. Je suis désolée pour le son, j'espère que vous avez pu voir assez entendu pour vous suivre. Voilà. Merci. Bonjour, merci de votre intervention, de ton intervention. Du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que tu utilises entre guillemets la musicothérapie réceptive, donc soit l'écoute de morceaux,
soit le fait de jouer ou de chanter un morceau au patient dans certaines situations. Et qu'est-ce qui va faire pour toi l'indication plutôt d'utiliser un dispositif avec de l'improvisation avec le patient, comme on a entendu, ou alors plutôt d'écoute, ou alors de seulement le musicothérapeute qui joue pour le patient? J'ai pas entendu. Quelqu'un qui sait qu'est-ce qui fait que je fais une séance individuelle ou de l'écoute? C'est ça la question? En gros, soit de l'actif, soit du Ah réceptif, oui, entre d'accord. guillemets. Ah ben, d'abord, est-ce que le patient est conscient ou pas? S'il n'est pas conscient, il n'y a pas de question de séance active. Voilà, en grosso modo, en palliatif, c'est ça. Si le patient est inconscient, on ne peut pas faire actif. Voilà. Après, les personnes qui sont très fatiguées, donc le choix, ils se portent eux-mêmes et ils aimeraient détendre. Donc, j'ai jamais utilisé de l'écoute musicale, l'écoute en CD, jamais. Je fais, quand je travaille en réceptif ou en relaxation, j'utilise ma voix, j'utilise un instrument à cordes pour m'accompagner. Et après, je me base sur leur rythme respiratoire ou leur gémissement ou leur cri et que j'intègre tout ça, les machines aussi dans la chambre, j'intègre tout ça. Et puis, on fait une séance de relaxation. Et puis, au fur et à mesure, la respiration accélère s'il faut accélérer ou diminue s'il faut diminuer. Je m'adapte ma façon d'accompagner la personne. Voilà. Est-ce que ça répond bien à votre question? En partie, mais du coup, qu'est-ce qui fait le choix entre les deux strates? C'est la demande du patient finalement. Oui, Ouais. est-ce que le patient est capable de jouer ou pas? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est est-ce qu'il est assez conscient pour pouvoir faire l'actif? Est-ce qu'il n'est pas trop douloureux pour pouvoir faire l'actif? Ou est-ce qu'il a besoin plus? À la relève, je me dis, cette patient est très fatiguée, il faut le détendre, il faut qu'il dort. Voilà, c'est ça. Et des fois, en fin de vie, les personnes, ils se luttent de ne pas dormir parce qu'ils ont trop peur de ne pas pouvoir réveiller. Donc, en fait, ils luttent contre cette, voilà. Alors là, il faut essayer de trouver tous les moyens pour qu'ils puissent retrouver un sommeil, en fait. Voilà. Bonjour Marie-Cathy. Moi, j'avais une question par rapport à l'enregistrement. Vous avez passé beaucoup d'enregistrements audio. Du coup, je voulais savoir un petit peu, c'était fait dans quel cadre. Alors, j'ai pas de questions particulières, mais savoir du coup si c'était quelque chose spécifique à cette séance avec cette personne ou si c'est quelque chose que vous proposez dans différentes séances ou si les enregistrements avaient un but précis, un objectif? Est-ce que c'était réécouté ensemble ou est-ce que c'est des choses que vous avez redonnées à la famille après le décès de la dame? Alors, d'abord, les enregistrements. Dans ma formation, on est obligé de faire des enregistrements de toutes les séances. Voilà. Donc, au début de thérapie, il faut que la personne signe voilà, une attestation pour laquelle ils sont d'accord que voilà, on peut enregistrer les séances. Voilà. En général, dans notre école, c'est enregistrement vidéo et aussi audio, commençant les deux. Et puis ça, on utilise pour notre propre supervision toutes les semaines pendant nos stages pratiques. On a la supervision à la fois sur l'hôpital ou l'EHPAD où on est, avec le musicothérapeute sur place, et le soir, même le lendemain, à l'université, avec notre professeur, notre tuteur. Voilà, donc, en fait, on a deux supervisions. Maintenant, en étant professionnel, je suis obligée de faire toujours pour que mes propres supervisions professionnelles aient suivi avec, voilà, je peux montrer le travail que je fais et on peut discuter autour. Donc ça, j'ai toujours fait. Voilà, j'ai toujours fait. Beaucoup plus difficile de faire vidéo, surtout quand on est dans les soins avec des personnes. Donc, j'utilise plutôt audio. C'est moins envahissant et plus vite de mettre en place. Et puis, voilà, pour pouvoir après utiliser les enregistrements dans une situation comme ici, pour la formation, j'ai obligé d'avoir l'accord du patient s'il est majeur, s'il est dans une situation où elle peut donner son accord. Sinon, c'est des familles ou proches qui signent ou qui signent aussi, des fois, avec elle. Voilà.
Et puis, on est obligé de dire que, voilà, quand on présente, que ces séances sont enregistrées avec leur accord et qu'on doit les garder bien confidentielles. Voilà. Bonjour. Oui. De ce côté. Bonjour. Alors justement, c'est ça ce qui m'avait manqué en fait dans votre intervention. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé justement de votre analyse à vous de toutes ces séances et l'enchaînement de ces séances? Donc vous avez très bien exposé en tout cas le travail musical et dans l'accompagnement, les choix d'instruments et tout. Mais comment ça s'inscrit justement au niveau clinique pour vous en tant que musicothérapeute? Qu'est-ce que vous comprenez de tout ce processus? Alors, c'est une patiente qui était jeune, qui était très difficile avec la prise en charge à cause de ses douleurs. Et puis, le fait qu'elle est jeune, il y a tout le reste part. Il y a beaucoup de problèmes avec cette dame, voilà, parce qu'elle était jeune. Et donc, elle s'est dégradée très rapidement, en quelques jours, en fait, elle s'est dégradée. Donc, le processus de fin de vie est accéléré. Et puis, avoir accès à elle dans sa façon, dans les difficultés qu'elle avait dans son corps, c'était difficile. Donc, moi, je suis heureusement bien inscrite dans la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que je suis, voilà, avec les relèves, j'ai accès aux médecins, aux psychologues, aux soignants. Et puis, à chaque fois que j'arrivais, j'avais les nouvelles de cette dame. Je pouvais voir ce qui s'est passé dans les jours précédents, le jour même, la nuit précédente, le matin même. Et après, être préparée moi-même de ce que je vais trouver, les problématiques, pourquoi elle était en colère, et de penser que peut-être il faut essayer de travailler autour de l'angoisse aujourd'hui, ou de douleur, ou de colère, de ne pas pouvoir rentrer à la maison, d'être préparée à ça. Mais une fois, c'est difficile en fait de se préparer parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver quand on travaille comme ça. Mais voilà, grosso modo, ça suit toujours le même processus. La personne rentre, il y a les douleurs qu'on puisse, on espère, prendre en charge. Ça suit qu'ils passent quelques jours normalement où ils sont mieux. Et puis un projet, toujours un projet qui met en place. Pour elle, c'était le retour à domicile. Donc c'est un échec quand elle ne pouvait pas. Dans un échec il fallait vivre elle-même et la famille aussi, cet échec. Donc, le colère de quelqu'un qui n'avait pas trop de choix dans ce qu'elle faisait non plus. Elle était obligée de prendre des médicaments, obligée de rester dans sa chambre. Et donc, voilà, le processus, en fait, se fait en travaillant avec elle et aussi avec l'équipe, de comprendre le pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là. Parce que aussi, je fais écouter l'équipe, le psychologue et tout, c'est suivi aussi en équipe avec les médecins. Et c'est tout un travail pluridisciplinaire voilà, avec le psychologue, c'est ce qu'elle a vécu dans la même semaine que moi, les soignants, s'ils ont vécu dans la même semaine, le médecin, s'ils ont vécu dans la même semaine. Donc, c'est vraiment une supervision globale entre nous pour pouvoir comprendre ce qu'on a pu apporter à cette dame, peut-être ce qu'il faut essayer d'apporter avant qu'elle décède, et si on aura le temps d'apporter ça avant qu'elle décède. Voilà. Est-ce que ça vous répond à votre question? Oui. Ouais, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Peut-être que tu en as parlé, ça m'a échappé. Ce matin, tu disais en atelier que tu te présentais et que tu disais pourquoi tu venais et sur quoi tu allais pouvoir travailler. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une verbalisation de la personne avec une demande particulière? Et aussi, est-ce que c'est repris aussi en verbalisation à la fin des séances? À la fin de la séance. Oui. Est-ce qu'elle, par exemple, elle a pu, elle, poser des objectifs à un moment donné, ou peut-être qu'elle n'avait plus accès à la parole? Il y a des choses qui m'ont échappé. Elle n'a jamais posé objectif. Son objectif, c'était jour par jour. Hein. Le premier jour, c'était les douleurs. Voilà, le cinquième séance, c'est la colère. Donc, l'objectif était défini le jour même par ce que j'ai vu dans le relève et ce que j'ai trouvé dans la chambre, en fait, ces objectifs. À la fin de la séance, on n'a jamais verbalisé. Il y a toujours on clôturait avec quelque chose qui est un au revoir et que, en fait, tout, comme vous avez ressenti, je pense, dans les improvisations, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent dans les improvisations. Donc, à la fin, pourquoi le faire vocaliser? Pour qui? Pour elle ou pour moi?
Voilà. Pour moi, l'objectif était fait. On a fait le travail et puis quand on voit quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé, qui est serein, les yeux fermés, je n'ai pas à rêver, excusez-moi, mais rêvez-vous, qu'est-ce que vous avez dit de cette séance, s'il vous plaît? Non, non, non. Maintenant, si quelqu'un veut dire quelque chose, je l'accueille, bien sûr, mais ce n'est pas ma priorité. Voilà. Je profite de descendre pour vous faire une remarque sur la dernière séance que vous avez eue, où en fait le tempo des clochettes est assez élevé Ouais. et C'est incroyable. diminue au fur et à mesure, Ouais. comme si Ouais. elle se préparait à ralentir Exactement, son rythme oui. cardiaque. Il y a des signes, hein. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Ouais. C'est un au revoir, en fait, notre Oui, au revoir. je l'ai vraiment entendu comme ça, Ouais. comme si elle se préparait et elle Ouais. l'entendait avant d'y aller. Ouais. Donc, une question de Virginie qui demande qu'est-ce que cela vous renvoie dans votre propre corps? Car travailler en soins palliatifs est aussi une pratique qui touche à notre sensibilité, nos peurs, sans être trop intrusive par ma question. J'ai rien compris, pardon. Alors, je vais parler plus fort, pardon. Qu'est-ce que cela vous renvoie dans votre propre corps? Car travailler en soins palliatifs est aussi une pratique qui touche à notre sensibilité, nos peurs. Ah oui, bien sûr, travailler en palliatif, d'abord, c'est une grosse peur avant même qu'on commence, parce qu'on imagine, on est en fin de vie, il y a des gens qui vont mourir, il y a des personnes qui meurent dans mes séances, c'est pas très souvent, mais assez régulièrement, les gens qui choisissent ce moment-là pour partir dans une relaxation, et puis, pouf, ils s'en vont, voilà, ça m'a beaucoup culpabilisé la première fois, mais après, ça a été. Mais je crois que le plus c'est difficile en palliatif, c'est notre propre peur de la mort et notre propre peur à la souffrance. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Alors moi, alors le fait que voilà, on improvise ensemble ou peut-être moi toute seule, si c'est en réceptif. J'imagine 3 couches, en fait. La première couche, pour faire ce qu'on fait, il faut de l'humanité. Il faut avoir de l'humanité dans ce qu'on fait. Mais pour moi, si on n'a que l'humanité, c'est pas bon parce que notre humanité, on peut se faire mal à soi-même, donc on peut se faire mal à l'autre. Donc, après, je rentre dans la deuxième couche. Deuxième couche, il faut que j'extériorise cette humanité par ma propre talent. Pour le médecin, c'est de l'auscultation, c'est des médicaments. Les soignants, c'est leurs soins. Pour moi, c'est la musique. Voilà. Et donc, j'extériorise avec la musique. Et quand la personne est en actif ou même réceptif, voilà, ils sont acteurs dans la séance. Donc, ils extériorisent quelque part aussi. Et donc, on se rencontre à l'extérieur de nos corps. Voilà. Donc, c'est jouable. On peut faire ce qu'on veut parce que c'est encadré, c'est en sécurité. Mais on peut après avoir des surprises. Surprise, par exemple, oh, cette personne est en train de mourir. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je reviens au premier, émotion, au secours, au secours. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'appuie sur la sonnette. Je vais dans la deuxième couche. Reste bien dans ce que tu fais. Voilà. Et puis, voilà, tu restes dans la musique et tu accompagnes cette personne là où ils vont y aller à ce moment-là. Mais il y a toujours le médecin qui, quand on a quelqu'un à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un qui est présent. Et puis, quand je vis quelque chose dans une chambre qui est difficile, qui est lourd, qui m'a touchée, qui m'a voilà, interpellée, faire questionner, dans ce service, il y a toujours quelqu'un autour desquels qu'on puisse partager. On a notre propre supervision une fois par mois dans le service aussi. C'est ce qui est très, très bien. Mais il y a toujours le psychologue, le médecin. Je dis, ben, écoutez, est-ce que je peux parler avec toi parce que j'ai vécu quelque chose? Et puis, on est pris en charge de suite. Donc, ça, je crois que c'est important. Cette pluridisciplinarité, on vit quelque chose qui est lourd, qui est difficile, qui parfois qui est magnifique aussi. Mais cet soutien, c'est obligatoire et c'est primordial de pouvoir partager nos peurs, nos ressentis, pour que quand on quitte l'hôpital, après quelque chose de lourd, on laisse tout ce qu'on a vécu, tout ce qui peut nous ronger ou nous angoisser, on laisse tout sur place et quand on sort, voilà, on n'y pense plus. Voilà.